Voilà, Perspective reçoit ce dimanche M. Samba Djalempa Badji. Il est le rédacteur en chef d'Africa Check, une structure qui existe depuis 2015. Monsieur Badji, bonjour. Bonjour Aliou Diarra. Parlez-nous un peu d'Africa Check, son rôle, sa mission. Alors, Africa Check, c'est un média qui fait dans ce qu'on appelle aujourd'hui le fact-checking ou la vérification des faits, qui est une nouvelle pratique journalistique qui est développée depuis quelques années, qui existe plus dans le monde anglo-saxon, parce que la plupart des médias qui font du fact-checking sont des médias anglo-saxons en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Nous sommes dedans parce que nous sommes aussi le pendant francophone de Africa Check, qui a aussi un pendant anglophone basé à Johannesburg. Et nous faisons ce travail depuis 2015, vérification des faits. Essentiellement, c'est des vérifications des déclarations des personnalités publiques, notamment les hommes politiques. Mais de plus en plus, nous faisons aussi de la vérification, un peu, entre guillemets, la lutte contre la désinformation et la manipulation sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et parfois les vidéos YouTube. Mais ça tombe bien parce que dans quelques heures, nous allons plonger au Sénégal dans une campagne électorale pour la présidentielle du 24 février 2019. Et vous parliez de désinformation qui n'est pas un phénomène nouveau, il faut le dire, parce que ce qui, en revanche, c'est son ampleur et la vitesse avec laquelle les fake news et autres fausses informations sont véhiculées ou se répandent actuellement grâce aux médias numériques surtout. Mais vous parliez de fact-checking, on ne peut pas parler de fact-checking sans parler de fake news. Qu'est-ce que c'est? Alors, les fake news, alors, si on veut avoir une définition simple, on traduit. C'est un mot anglais, oui. On traduit, ça fait fausse nouvelle. Fausse nouvelle. Mais quand on regarde un peu tout l'écosystème, on se rend compte que c'est pas uniquement fausse nouvelle dans le sens dire quelque chose qui est faux. Ça va un peu au-delà, comme je l'ai dit. Dans le sens mentir. Voilà, non seulement mentir, mais manipuler, désinformer, un peu de la propagande. Et c'est tout un écosystème parce que quand on s'arrête juste aux fausses nouvelles, il y a des nouvelles qui sont fausses parce que la personne qui a donné cette information s'est trompée de bonne foi. Souvent, c'est pas très grave, c'est parce que c'est des erreurs d'appréciation, etc., etc. Mais quand on arrive au niveau de la manipulation, où depuis le processus de fabrication de l'information ou du contenu, depuis le processus de fabrication jusqu'à la diffusion, il y a derrière l'idée de manipuler, c'est là où ça devient... Il y a l'intention. L'intention, voilà, l'intention de nuire. Et c'est là où ça devient problématique et c'est là où ça devient dangereux. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que fake news, considérer ça uniquement comme fausse nouvelle, ça peut être parfois réducteur, mais il faut prendre en compte tout le contexte et même les motivations des gens qui diffusent ce genre d'informations ou ce genre de contenu qui vise à manipuler, à induire en erreur, à faire du mal, à dénigrer, etc., etc. Donc c'est tout cet environnement-là qu'on appelle aujourd'hui le fake news. Donc ça peut être un article, ça peut être aussi du contenu vidéo ou une photo qu'on partage, qu'on manipule, qu'on partage. Mais ceux qui diffusent les fausses nouvelles, généralement, quel est l'objectif visé au-delà de désinformer ou de mentir? Y a-t-il un objectif précis? Oui, je pense que quelque part, quand on parle de désinformation ou de manipulation, je pense qu'il y a un résultat qui est cherché. On cherche à obtenir un résultat. Je vais prendre un exemple dans l'actualité politique sénégalaise récente. On a vu toute cette histoire qui a tourné autour de Ousmane Sonko qui aurait reçu de l'argent d'une compagnie pétrolière. Alors sans aller dans le fond du sujet pour dire si oui ou non il a reçu, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, ça c'est un autre débat, mais quand même, il y a eu de la fabrication de preuves pour montrer que le gars, Ousmane Sonko, a reçu de l'argent. Et je pense que ici, l'objectif était complètement d'essayer de faire du mal à Sonko, de le crédibiliser parce qu'on considère qu'il commençait à prendre du poids politique, donc il fallait mettre des bâtons dans les roues. Donc il y a cet aspect-là qu'on cherche à décrédibiliser certaines personnes, on cherche à leur faire du tort, on cherche à les nuire. Il peut arriver que pour d'autres, c'est juste... parfois, certains, c'est juste pour s'amuser. Parce que aujourd'hui, dans toute cette frénésie, même la presse parodique
on considère que c'est du fake news. Sauf que eux, c'est de la parodie, ils le font souvent, ils détournent de l'information juste pour faire de la parodie, pour rire. Et il se trouve que parfois, certains lecteurs ne parviennent pas à faire la différence entre ce qui relève de la parodie et ce qui relève de la réalité. Mais je pense que pour l'essentiel, l'objectif est souvent de nuire à une personne. Il y a aussi un autre objectif. Par exemple, des fois, les gens font des choses sans une volonté de nuire derrière, mais les conséquences restent les mêmes. Par exemple, quand il se passe un événement, je prends en RDC ou au Gabon récemment, quand il y a eu des manifestations, on a vu sur les réseaux sociaux beaucoup partager des photos en disant bon, voici la répression policière, etc., etc. Mais quand on examine bien les photos, on se rend compte que certaines photos ne viennent pas du Gabon, ont été prises, c'est des montages. Là, on se dit que peut-être les gens le font pour attirer l'attention de l'opinion. Mais il y a aussi intention de nuire, manifestement. Mais quelque part, certains se disent peut-être que si on publie des photos choquantes, ça va faire réagir pour que on y vienne en aide. C'est pourquoi je dis parfois la première intention n'est pas forcément de nuire, mais après le résultat reste le même parce qu'on sème le trouble, on induit les gens en erreur et ça pousse certaines personnes à prendre. Mais parfois les conséquences sont irréparables. Si l'on tient compte des dernières élections aux États-Unis, par exemple, Hillary Clinton aurait perdu à cause justement des fausses nouvelles qui ont été diffusées à son encontre par les Russes. Oui, on peut dire en partie, parce que c'est une question un peu complexe aussi, mais je pense qu'en partie, ça a joué un grand rôle dans ça. Pas uniquement contre Hillary Clinton, mais aussi en faveur de Donald Trump, parce que Donald Trump, dans sa communication, il a beaucoup joué sur les fake news pour faire soit pour faire peur aux Américains, ou par exemple quand il dit les Mexicains c'est des violeurs, c'est de ceci, c'est de cela, c'est aussi des fake news, quoi. Il utilisait ça pour dire aux gens voici comment ça se passe, et moi quand je vais venir, un certain électorat. Et moi quand je vais venir, je vais régler le problème. Voilà, voici le problème. Il crée plein de choses, plein d'histoires. Et oui, aux États-Unis, les fake news ont joué un rôle très 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 important. Et puis parfois ça crée aussi des conséquences dramatiques. Il n'y a pas longtemps, en Inde, des gens ont été lynchés, tués parce que des rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux sur ces personnes-là qui étaient accusées. J'oublie toujours c'était quoi l'accusation, mais la conséquence c'est que ces gens ont été lynchés et on s'est rendu compte que ce dont on les accusait, ils ne l'avaient pas fait. Donc oui, les conséquences sont souvent très 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 dramatiques et parfois très mortelles. Quel est généralement le canal le plus usité pour faire passer des fake news? C'est Facebook, c'est Google, c'est le site internet, c'est la télévision, c'est les journaux. Mais il y a un canal qui visiblement n'est pas trop bien contrôlé, ce sont les sites internet. Oui, aujourd'hui pour l'essentiel, il y a les sites internet, mais beaucoup, pour l'essentiel aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, parce que il y a une facilité de partager qui fait que ça se propage très vite. Il suffit que je fasse un petit tweet aujourd'hui avec une photo, qu'elle soit montée ou pas, dès que je fais un tweet, en quelques secondes, ça va toucher des millions de personnes. Facebook, c'est la même chose, même si Facebook essaie de changer certains de ses paramètres pour atténuer, mais on voit qu'ils y arrivent difficilement. Je ne sais pas si c'est volontaire ou involontaire, mais ils y arrivent difficilement. Et il y a aussi un autre outil auquel on ne prêtait pas beaucoup attention, mais on commence à se rendre compte aujourd'hui que c'est aussi un outil qui facilite la propagation de ces fausses nouvelles, c'est WhatsApp. Qui facilite le partage. Là, encore c'est plus facile parce que n'importe qui, il suffit d'avoir un smartphone. Et ce qui est, disons, dangereux entre guillemets avec WhatsApp, c'est que pendant longtemps, il n'était pas considéré comme un outil où on pouvait, on n'y prêtait pas attention. On prêtait plus attention à Facebook, à Twitter et aussi à YouTube. YouTube aussi, c'est aussi un réseau sur lequel beaucoup, notamment les vidéos, sont partagées
très facilement. Parfois, c'est des vidéos montées, des vidéos fabriquées de toutes pièces ou des vidéos détournées. On va voir quelqu'un qui, je sais pas moi, qui heurte quelqu'un sur la route, poste la vidéo, il suffit juste de dire que c'est Samba Diallo Mpabadi qui vient de passer et les gens se le partagent sans même prendre la peine de vérifier si c'est lui ou pas. Donc, tous ces outils sont des outils aussi qui facilitent. Et vous parliez tout à l'heure des sites internet. Ça aussi, ce sont plateformes qui facilitent parce que, je prends l'exemple du Sénégal. Aujourd'hui, on ne sait pas combien de sites internet existent et la plupart... Comment on ne sait pas combien de sites internet on ne sait pas. Des gens parlent de 300 ou je ne sais pas un peu plus, mais au fond, on ne sait pas. Le domaine n'est pas réglementé. Réglementé, ça m'étonnerait qu'il soit réellement réglementé. Aujourd'hui, vous créez votre site, vous le mettez en ligne. Sans aucune autorisation préalable, non, vous avez, comme on crée un journal. L'essentiel, c'est d'avoir un hébergeur et puis votre site est en ligne. C'est facile à faire. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, il y a tellement de sites et la plupart de ces sites, parfois, c'est une seule personne qui est derrière. Mais en soi, c'est pas mauvais d'avoir une foultitude de sites. Oui, en soi, ça oui, en soi, c'est pas mauvais. Maintenant, c'est dans les faits où ça pose problème. Aujourd'hui, quand on observe comment ça se passe au Sénégal, je prends l'exemple de l'écosystème web au Sénégal. Comment ça se passe? Les gens créent des sites internet. Parfois, c'est une personne, moi, je suis devant ma machine, je crée mon site. Qu'est-ce que les gens font? Les gens ne font que faire du copier-coller. Dès qu'on voit une info sur un site, on est sûr de voir... Sans vérifier. Voilà, on est sûr de voir la même info sur presque une centaine de sites qui reprennent la même chose et personne, à un moment, ne se pose la question de dire « Ah, mais ce que je suis en train de reprendre, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Qui a dit quelles sont les preuves, d'où ça vient ?» Non, on reprend. Non, mais un journaliste professionnel ne travaille pas comme ça. Oui, mais aujourd'hui, vous allez être d'accord avec moi que la plupart de ces sites internet, il n'y a pas de journalistes professionnels là-bas. Il n'y a même pas de journalistes parfois. Je vais vous donner une anecdote. À Africa Tchèque, on travaille sur un sujet qui a été partagé sur les réseaux sociaux par un site internet. On dit, on va vérifier. Donc, on cherche, on contacte les gens de ce site. C'est moi qui travaillais dessus d'ailleurs. J'appelle. Oui, Africa Tchèque, nous voulons faire ceci. Je crois que j'étais tombé sur la réceptionniste ou quelqu'un de la rédaction. Il me dit, attendez, je vais vous passer le directeur de publication. On passe le directeur de publication, on se parle, oui, telle information. Sa réponse, il ne savait même pas que son site avait publié une telle information. Il dit qu'il y a quand même un problème. Quand vous êtes directeur de publication, quand même, vous devez savoir ce qui passe sur votre média, votre site internet. Donc il me dit, bon, attendez, je vais me renseigner pour savoir, c'était quelle info, je dis, je me souviens plus, mais je vais me renseigner pour savoir qu'il a posté. Et bon, de fil en aiguille, on m'a passé la personne, mais même cette personne n'était même plus sûre que c'était elle qui l'avait publié, etc., etc. Bon, donc c'est une parenthèse pour vous dire. Après, il y a des sites très sérieux. Il y a plein de sites très sérieux au Sénégal, mais il y a de nouveaux sites qui se créent. J'ai l'impression qu'avec l'approche de la présidentielle, il y a aussi plein d'autres qui sont en train de se créer et qui, malheureusement, la rigueur n'est pas leur souci premier. Mais vous ne pensez pas qu'avec cette présidentielle-là, ces sites-là puissent représenter une menace ou un danger tout simplement? Un danger, une menace, oui. En tout cas, c'est des facteurs potentiels de confusion, pour être moins alarmiste. C'est des facteurs potentiels de confusion parce que je pense que cette campagne électorale est partie, cette élection de 2019 est partie pour être une élection où quand même on va aussi avoir notre dose de fake news. Ça ne veut pas dire que, ça ne veut pas dire que la manipulation n'existait pas auparavant, mais c'était très limité. Si on remonte un peu loin, les autres élections, oui, forcément il y a eu de la manipulation, mais c'était très limité. Mais aujourd'hui, les gens ont des outils de communication tels que il faut même s'attendre à ce que les partis eux-mêmes publient leur propre contenu, qui peuvent aussi être des contenus qui contiendront de fausses informations. Mais d'où pensez-vous que ces manipulations puissent venir des citoyens, ceux qui utilisent les réseaux sociaux, des professionnels de l'information et de la communication, ou du pouvoir, alors, de l'opposition? C'est une question très complexe. Il y a des manipulations qui sont simples, qui sont même parfois
grotesques qui sont faites par quelqu'un, un citoyen ordinaire. Il y a des partis qui s'y mettent aussi, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir, ils se mettent au jeu. Il y a aussi des moyens sophistiqués qui se font désormais. Alors, je n'ai aucun élément pour dire que ça va se passer au Sénégal. En 2017, au Kenya, il y a quand même eu des officines spécialisés qui ont été recrutés par des on va en venir, oui. Pour fabriquer de fausses informations et les distiller dans l'espace public. Donc, pour le Sénégal, il y a des fausses vidéos qui ont circulé. On a vu des fausses vidéos, des faux documents fabriqués. Je vous parlais tout à l'heure de ces documents montrant que Tullow Oil aurait donné de l'argent à Ousmane Sonko. Avant ça, il y avait eu aussi des documents, c'était grossier quand vous regardez, vous savez que c'est manipulé, qui disaient que oui, il y a des loges maçonniques qui soutenaient Bougane Gueye Dany et Ousmane Sonko. Il suffisait de regarder pour savoir que c'était du faux, mais c'était quand même là, fabriqué, mis sur la place publique, et certains le partageaient, tout en sachant que c'était faux, mais ils le partageaient parce qu'ils pensaient que ça... Mais la plupart y croient. Oui, beaucoup y croient, surtout des gens qui n'ont pas une grande connaissance de ces phénomènes-là. Ils y croient très facilement. Et comme je l'ai dit, donc les partis se prêtent au jeu. Aujourd'hui, quand vous voyez un peu la propagande électorale aujourd'hui, avec la création de contenus vidéo et photos, souvent il y a un peu de manipulation, et ils forcent les traits sur certains chiffres, sur certaines images, etc. Quand c'est fait dans un esprit de dérision, on peut dire c'est de bonne guerre, mais quand ça va loin, en cherchant l'intention et de nuire, là c'est un problème. Parce que récemment, il y avait une vidéo qui circulait, on voyait une dame qui compte des liasses de billets, et les gens qui ont partagé la vidéo l'ont fait passer pour la femme du ministre Mamba Ignan. Quand on met le tout dans le contexte, le monsieur est accusé d'avoir détourné des milliards. On voit sa femme sa femme entre guillemets dans un salon en train de compter des liasses de billets. Un esprit simple va dire oui, ce sont les milliards qu'il a détournés. Donc voilà, c'est une question tellement complexe que aussi il faut que tout le monde fasse très attention. Mais parfois, il y a des fausses nouvelles qui sont distillées par ceux qui prennent une décision. Les instances du pouvoir, on peut voir un ministre donner un chiffre qui n'en est pas un, donner une information qui n'en est pas une. Et en ce moment, qu'est-ce qui doit se passer? Qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, je pense qu'aujourd'hui, désormais, c'est de la responsabilité des journalistes de faire ce travail de fact-checking. Je pense que même les médias classiques qui n'ont pas le fact-checking dans leur cœur de métier devraient essayer de le faire de temps en temps quand les circonstances l'exigent. Par exemple, je pense que il y a certaines déclarations aujourd'hui, je pense qu'on devrait éviter de les passer telles quelles si on a les moyens et le temps de les diffuser. Vous avez raison, aujourd'hui, notamment quand le gouvernement qui veut présenter son bilan sous les meilleurs traits, on voit que sur beaucoup de choses, maquiller des chiffres. Voilà, parfois il joue sur les chiffres, parfois il donne une partie des chiffres, parfois il donne de faux chiffres. Il nous est arrivé d'en faire pas mal de sujets sur des déclarations qui étaient faites par des membres du gouvernement. Mais justement, quand c'est le cas, vous qui êtes les spécialistes du fact-checking, quand c'est le cas, comment est-ce que vous procédez pour rétablir la vérité, donner la bonne information? Comment est-ce que vous travaillez en général? Le processus, je veux processus. Alors, nous déjà, nous travaillons sur la base de sources consultables, vérifiables. Par exemple, nous n'utilisons pas de sources anonymes dans nos articles. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas faire attention à une information qui nous est donnée par une source anonyme. On peut la prendre, mais après, si on veut l'utiliser, il faut que dans le processus de travail, on trouve quelqu'un ou
une autre source qui puisse corroborer ce qui est dit pour qu'on puisse l'utiliser. Ce qu'on fait, d'abord, nous avons une façon assez basique de travailler. Par exemple, supposons que Aliou Diarra fasse une déclaration. On dit, Aliou Diarra a fait telle déclaration, je pense que ça mérite d'être vérifié. Alors, on ne va pas non plus sur un présupposer que c'est faux. On part du principe que telle déclaration, nous pensons que ça mérite d'être vérifié parce que pour X raisons. La première démarche, c'est de contacter Aliou Diarra pour lui demander, on vous a entendu dire ça, est-ce que vous confirmez c'est ce que vous avez dit, etc., etc. Est-ce que sur quoi vous vous fondez pour le dire? Est-ce que vous pouvez nous indiquer des documents ou des sources qu'on peut vérifier? Il arrive que la personne ne réponde pas, ou parfois il arrive que la personne dise moi j'ai des documents de la BCEAO que j'ai utilisés. Si vous consultez voilà. À partir de là, on commence notre recherche, on passe par la BCEAO, mais aussi on va essayer de consulter aussi d'autres documents sur le domaine, pas uniquement les documents de la BCEAO, mais d'autres documents sur le domaine. On contacte aussi des experts du domaine pour savoir ce qu'il en est, mais on ne se limite pas juste à savoir ce qu'il en est, mais aussi on essaie de mettre du contexte, parce qu'on part du principe aussi qu'il ne suffit pas de dire c'est vrai, c'est faux, mais il faut aussi restituer le contexte, parce que si on ne met pas du contexte aussi, ça reste anecdotique, c'est juste dire c'est vrai, c'est faux. Je pense que ça n'apporte aucune information de plus. Donc ce qu'on fait aussi, on essaie de réunir suffisamment d'éléments en consultant beaucoup de sources, en parlant avec des gens, en consultant des experts, etc., etc. Et à partir de là, on fait notre article qui suit un certain raisonnement logique et on tire une conclusion. En gros, c'est ça le processus. Dès l'instant où vous rétablissez, par exemple, la vérité, s'il s'agit naturellement d'une information fausse, comment est-ce que vous publiez l'information, ou bien les deux versions? Oui, non, ce qu'on fait, c'est, si l'information est fausse, parce qu'on fait, comme je l'ai dit, il y a une démarche qu'on suit, une démarche assez logique qu'on suit jusqu'à la conclusion. Donc ça permet d'abord à l'auditeur ou au lecteur, à la personne qui lit l'article ou l'audience, de voir la démarche qu'on a suivie, les différents éléments de preuve qu'on a utilisés, parce que l'autre chose qu'on fait, c'est que si on utilise une source documentaire, on met un lien qui renvoie, si c'est un site internet, si c'est un document PDF, etc., etc. Même si c'est un document en papier, nous le scannons en le mettant sous forme de PDF pour l'insérer donc ça permet aussi à la personne qui lit de ne pas se limiter à ce que nous disons, mais de cliquer le lien pour aller à la source pour vérifier par elle-même ce qu'on fait. Et à l'arrivée, on dit nous avons fait les vérifications, voici les sources que nous avons vérifiées, mais les sources que nous avons vérifiées nous permettent de dire que oui, le monsieur a raison, ou sur la base des sources que nous avons vérifiées, la personne n'a pas raison, ou si nous n'avons pas trouvé de preuves, on dit on ne peut pas dire si c'est vrai ou pas, c'est juste qu'on n'a pas trouvé d'éléments qui permettent de le dire. Mais par rapport à la présidentielle, la campagne électorale va débuter ce dimanche. Est-ce que vous, au niveau d'Africa Tchèque, vous avez un dispositif de le déployer, accompagnant peut-être tout le processus depuis la campagne, le scrutin présidentiel après? Comment est-ce que vous comptez accompagner cette présidentielle ici au Sénégal? Parce que vous n'allez pas rester bras croisés quand même à regarder tout le monde. Non. Alors, en vérité, c'est un travail que nous avons commencé bien avant. Depuis à peu près décembre, nous avons un suivi plus poussé du débat politique au Sénégal. Donc nous avions déjà commencé à faire un monitoring des déclarations, d'abord des candidats déclarés et de leurs entourages. Et plus le chiffre se réduit,
plus, nous aussi, on recentre notre monitoring. Donc, nous avons un système de monitoring des différents candidats aujourd'hui pour suivre de près les déclarations qu'ils font. Ça sera encore plus poussé quand la campagne officielle va commencer. Nous avons des programmes sur lesquels nous travaillons, pas tous les programmes. Après, il y a certains programmes. Alors, souvent, sur la plupart des programmes, ce que nous avons, c'est que, en gros, c'est des déclarations d'intention. Voici ce que nous prévoyons de faire. Et dans ce cas, c'est souvent difficile de faire du fact-checking parce qu'on ne peut pas prévoir. Mais par contre, nous lisons très bien les programmes, nous les gardons dans nos archives parce que justement, nous avons aussi un outil qui s'appelle Tracker de promesses. Et donc, si jamais un de ces candidats est élu, ou si c'est le président actuel qui est réélu, de toutes les façons, nous avons les programmes et nous allons mettre le tracker de promesses du président qui nous permet de faire une évaluation régulière de ces promesses pour voir si elles sont tenues ou pas. Actuellement, nous avons un tracker de promesses qui est consacré à Macky Sall qui est sur notre site, donc les gens peuvent visiter pour voir. De promesses, c'est un peu dans ce que dans d'autres pays ça existe, certains appellent ça le présimètre. Au Sénégal, ici, il y a une association qui a créé ce qu'ils appellent le maquimètre, c'est-à-dire c'est une façon d'évaluer l'exécution des promesses faites par le candidat. Et ça permet de suivre les réalisations, les engagements pris. Nous en avons un sur notre site et aussi nous lisons les programmes. Quand nous voyons dedans une déclaration qui mérite, voilà, par exemple, quelqu'un peut dire oui, aujourd'hui la santé c'est chaque année c'est 15 milliards de francs et nous on va le porter à 25 milliards de francs par exemple. Nous allons essayer de vérifier si effectivement c'est 15 milliards de francs par an. Donc c'est un peu ce travail-là que nous faisons. Mais oui, nous sommes en train de faire une veille très très poussée. Mais si cela se passe pendant la campagne, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez démentir déclaration ou bien la personnalité? Si c'est une déclaration qui mérite d'être vérifiée, nous allons la vérifier et nous donnerons le verdict. Si ce que la personne a dit est faux, la conclusion ce sera faux et nous allons le publier. Si c'est vrai, on dira que c'est vrai et nous allons le publier. Donc c'est le travail habituel que nous faisons. C'est juste que ici la différence c'est qu'on va être dans un contexte de campagne électorale et que probablement le monitoring sera plus poussé et plus élaboré que ce que nous faisons aujourd'hui. Et donc probablement pendant toute la période de la campagne électorale, nous allons probablement avoir plus d'articles consacrés à la politique que sur les autres domaines. Mais dans quel domaine vous allez vous concentrer? L'économie, la santé, l'éducation, ou bien tous les domaines vous intéressent? Je pense que nous couvrons presque, en dehors de la campagne électorale, à part le sport, dont nous ne parlons pas vraiment, tous les autres domaines nous intéressent. Donc aujourd'hui, nous allons faire une veille sur toutes les déclarations qui vont porter sur l'économie, sur la santé, sur l'éducation. Après, je pense que naturellement, il y a des thèmes qui, je ne vais pas dire sont plus importants que d'autres, mais intéressent plus l'opinion que d'autres. Voilà, donc je pense que l'éducation, la santé, l'économie, ces trois domaines-là, pour moi, c'est des domaines très significatifs. Et c'est des domaines dans lesquels on a facilement des éléments quantitatifs et mesurables qui sont vérifiables, qui sont facilement vérifiables. Donc c'est les trois domaines prioritaires sur lesquels nous faisons le focus. Mais et alors, est-ce que vous avez ce qu'on appelle les modérateurs? Je vois des nettoyeurs de web qui sont généralement sollicités par des médias pour surveiller les sites et les réseaux sociaux. Vous avez des nettoyeurs de web? Enfin, nous le faisons nous-mêmes. Enfin, nous avons des outils en interne qui nous permettent de faire facilement le monitoring du web, surveiller un peu tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc., etc. Bon, nous écoutons aussi beaucoup la radio, nous suivons les télés. Donc, voilà, c'est ce système de monitoring que nous avons. Et c'est vrai que nous mettons plus l'accent sur le web
parce que, disons, c'est là où il est plus facile de trouver de la matière, pour utiliser une expression purement journalistique. Mais alors, que risque l'auteur de fake news lorsqu'il publie sur Internet une fausse nouvelle? Que prévoit la loi au Sénégal en particulier? Alors, la loi au Sénégal... Il est muette sur la question. Disons que il y a une loi dans le code de la presse, je m'abuse, qui porte sur la diffusion de fausses nouvelles de façon globale. Ça existe déjà. Ça, c'est ce qui encadre la pratique du journalisme. Mais au Sénégal, il n'existe pas encore ce qui commence à exister dans certains pays, des lois fake news. Je sais qu'en France, ils en ont adopté une récemment. Ça crée beaucoup de problèmes aussi, beaucoup de débats. Je sais qu'au Brésil, il y a une telle loi. En Côte d'Ivoire, ils ont un projet d'une telle loi. Alors, moi, à titre personnel, je suis mon opinion est très mitigée. Je dirais même que je suis pas très favorable à ce genre de loi parce que pour moi ça risque de créer plus de problèmes qu'on en a aujourd'hui, parce que ça veut dire que il faut, si on crée ce genre de loi, il faut qu'il y ait une institution, parce que je me dis c'est sur ça à ce moment il faudra que la loi définisse qu'est-ce qui est la vérité, ou comment on va travailler. Est-ce qu'on va attendre que des médias qui font du fact-checking comme nous, quand on va publier un article pour dire bon, monsieur a dit ceci mais c'est faux, et le juge va venir à mon avis ça crée beaucoup de problèmes. Je pense que pour moi la solution au problème des fake news n'est pas judiciaire. Ça c'est ma conviction. Après, d'autres ont une autre opinion, mais moi... Parce que l'individu qui s'adonne à ce genre de jeu, quand même, c'est a priori qu'il fait cela dans l'intention de nuire. Parce que publie sur Internet... Je suis d'accord. Mais là, là, je pense qu'il faut qu'on fasse la distinction de plusieurs choses. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des lois qui existent déjà, qui prennent en compte la diffamation... l'injure publique, la diffusion de fausses nouvelles. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur Internet qui déjà tombent sous le coup de ces lois-là. Quand on fait un montage vidéo, on incrimine quelqu'un, ça peut tomber sous le coup de la diffamation. Quand on fait un post Facebook où on accuse quelqu'un, etc., ça peut tomber sous la diffamation, sur le coup de l'injure publique, etc., etc. Donc, mais pourtant, récemment, l'Assemblée nationale a voté une loi, je crois que c'était une loi qui permet au gouvernement, à l'État, de mieux contrôler les sites Internet. Oui, mais je pense que ça c'est un autre débat. Mais ce que j'essaie d'expliquer ici, c'est que je pense qu'on n'a pas besoin, aujourd'hui, en tout cas mon opinion, c'est qu'on n'a pas besoin de créer une loi spécifique sur les fake news. Je donne un exemple banal. Alors, le ministre de l'équipement ou du réseau routier ou du réseau ferroviaire dit que le TER a coûté 568 milliards de francs CFA. On vérifie, on voit que ça a coûté près du double. Est-ce que le ministre va être poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles ou de fake news? Je pense que c'est problématique. En revanche, moi je fais une vidéo où je porte des accusations, où je fais un montage qui montre Aliou Diarra en train de prendre de l'argent de je ne sais pas d'où. Aliou Diarra peut porter plainte contre moi pour diffamation, pour tout. Et là, je tombe sous le coup de la loi. Donc, il y a déjà quelque chose qui régit cela. Et donc, pour moi, créer une loi fake news, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça risque de créer beaucoup d'autres problèmes que nous n'en avons exactement actuellement, alors qu'on a déjà des lois qui règlent en partie les problèmes auxquels on est confronté sur Internet. Après, je suis d'accord que forcément, il y a beaucoup de choses à faire pour que le débat public
soit un débat public qui est basé un peu sur l'exactitude, encore que c'est très compliqué parce qu'on sait que le débat politique, souvent, voilà, on cherche à manipuler l'opinion, etc., etc. Mais toujours est-il qu'on peut avoir un cadre qui permet de réglementer cela. Mais aussi, je pense que l'autre chose qui, à mon avis, est très importante, c'est aujourd'hui, avec tous les outils qui existent, qui facilitent la diffusion de tout, de tout et n'importe quoi, je pense qu'il est aussi important d'outiller le public. Les utilisateurs de ces outils-là doivent être mieux armés pour qu'ils aient un minimum de bagages qui leur permettent à un certain niveau de faire par eux-mêmes le distinguo entre ce qui relève de l'information et ce qui relève de la manipulation, des infox ou des fake news. Je pense qu'il y a cet effort que l'on doit faire et je pense que les journalistes peuvent éventuellement jouer ce rôle-là et permettre au public d'être en mesure de faire une distinction basique entre ce qui est une information crédible et ce qui ne l'est pas. Mais justement, est-ce que vous formez ou vous outillez d'abord les journalistes pour ça, au fact-checking, pour éviter justement les faits? Est-ce que vous avez un module qui forme les journalistes ou est-ce que vous avez des collaborations avec des organes, des médias au Sénégal? Alors, dans les missions de notre projet Africa Check, il y a un volet important sur la formation. En fait, nous avons même un département dédié à la formation sur le fact-checking, qui consiste à donner des formations aux journalistes qui le désirent, aux médias qui veulent former leurs journalistes. Ils peuvent nous contacter, on discute et on voit comment le faire. Donc on peut les former et je pense que souvent avec les journalistes c'est même plus facile parce que les journalistes professionnels, comme vous le dites, ils ont déjà des prérequis parce que à la base la vérification de l'information c'est un travail journalistique. Maintenant on peut considérer que le fact-checking étant une nouvelle pratique dans le journalisme, il faut une certaine mise en niveau. Donc c'est souvent très facile quand nous travaillons avec les journalistes, tous les ateliers de formation que nous organisons avec les journalistes. C'est assez simple, ça se passe très bien parce que tout le monde a les prérequis et ça reste un travail de journaliste après tout. Donc nous avons ce département qui fait ce travail-là. Nous formons aussi d'autres qui ne sont pas des journalistes mais qui veulent avoir certaines dispositions, notamment sur l'usage des réseaux sociaux, comment éviter de se faire manipuler sur les réseaux sociaux, etc., etc., comment détecter les fausses vidéos. Nous faisons toutes ces formations-là, aussi bien pour les journalistes, pour des étudiants et aussi pour des organisations qui veulent outiller leur personnel. Donc on a ça, un département qui fait ça. Et sur notre site, on publie souvent des articles qui sont des guides sur ce dont je viens de parler, comment vérifier une photo, comment vérifier une vidéo, quelles précautions prendre sur Internet, que ce soit Facebook ou Twitter, quand on voit une information, quelle démarche basique suivre pour s'assurer qu'il s'agit d'une information crédible ou pas, etc., etc. Nous publions très souvent des guides sur notre site pour permettre aux gens d'avoir ces petites notions-là. Mais j'avoue que moi-même qui n'ai aucune formation pour détecter si une vidéo est authentique ou pas, comment savoir si cette vidéo-là est authentique ou pas? Oui, alors je dis souvent aux gens, et ça on l'oublie, le premier outil en fait c'est les yeux. Les yeux, le sens de l'observation. Souvent quand on regarde bien une photo, on observe bien une vidéo, quand elle est manipulée... Il y a aussi la vraisemblance. Est-ce que ce qu'on montre est vraisemblance? Oui, c'est ce que je dis. C'est d'abord, oui, est-ce qu'il y a des choses qui, à l'œil nu, tout de suite on dit, ah ça c'est pas vraisemblable. Mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est que quand je parle des yeux, c'est aussi le sens de l'observation. Regardez bien, il y a souvent de petits détails sur une photo, une vidéo qui trahissent. Voilà, une photo comme... Je vais donner un exemple vraiment très simple. Toutes les photos ne sont pas comme ça, mais je vais donner un exemple très simple. Vous voyez une photo où on montre quelque chose dans la circulation, ou des gens qui se tapent dessus dans la circulation. Ok, on dit voici comment ça se passe dans les rues de Dakar.
quand on a un petit, bon, pas forcément au sens de l'observation, mais il y a quand même des choses qu'on peut regarder sur la photo et qui peuvent nous indiquer tout de suite si c'est bien Dakar ou pas. Si c'est de la circulation, on regarde. Si on est à Dakar d'abord. Oui, si voilà, on regarde, quand on regarde les voitures, on peut déjà faire attention au numéro d'immatriculation des voitures. Ça peut être un indicateur, la couleur des taxis, et beaucoup d'autres choses. Les vidéos, c'est un peu pareil. On peut faire attention au décor, aux alentours, etc., etc. Mais ça, je veux dire, c'est vraiment des choses basiques et simples, ça ne suffit pas. C'est-à-dire, même en observant qu'on regarde qu'il s'agit bien de Dakar, maintenant on est sûr qu'il s'agit bien de Dakar, mais ça ne suffit pas pour savoir si c'est vraiment une photo authentique ou elle n'a pas été manipulée. Et maintenant, il y a maintenant des outils technologiques qui permettent de faire certaines vérifications. Si c'est des photos, par exemple, il y a ce qui est très souvent UJT parce que c'est facile d'utilisation, qu'on appelle recherche d'images inversée sur Google. Ça, vous l'utilisez très souvent. Souvent, ce que ça vous permet, le plus simple, ça vous permet de voir si c'est une photo qui a été téléchargée sur Internet. Parce que souvent, si vous faites une recherche d'images inversée sur Google, elle vous montre toutes les fois où la même photo a été utilisée sur Internet. Ça vous permettra de remonter aussi longtemps à la première fois, par exemple, que cette photo a été utilisée. Donc, vous pouvez savoir si c'est une photo qui a été sortie de son contexte. Donc, ça c'est pour les images. Il y a aussi d'autres outils qui vous permettent de voir si c'est des images qui ont été manipulées, montées, ou si on a utilisé Photoshop, etc., etc. Pour les vidéos aussi, il y a d'autres outils qui vous permettent de vérifier l'authenticité vidéo, YouTube, etc., etc. Donc là, c'est des outils technologiques, les uns plus sophistiqués que d'autres, mais il y a quand même quelques outils qui permettent déjà de faire des choses basiques, simples et de s'assurer, quoi. Mais au niveau sous-régional, je dis, mais continental, vous avez des collaborations avec les organes des autres organismes de fact-checking? Oui. Alors, en Afrique de l'Ouest francophone, pour le moment, il n'y en a pas. D'ailleurs, il n'y en a pas à ma connaissance. Nous sommes, pour le moment, nous sommes les seuls en Afrique francophone, en Afrique de l'Ouest francophone, pour être très sûr, parce que bon, je veux pas que demain on me fact-check. Non, en Afrique de l'Ouest francophone, pour le moment, nous sommes les seuls qui sommes un média qui ne fait que du fact-checking. Nous sommes les seuls. En Afrique anglophone, c'est plus développé parce que bon, Africa Check a démarré le projet en Afrique du Sud en anglais. Donc, bon, alors, Africa Check, nous avons un bureau au Nigeria, à Lagos, un bureau à Nairobi, en plus du bureau qui est la maison mère à Johannesburg, en Afrique du Sud. Au Nigeria, ces quelques dernières années, il y a des médias, par exemple, un des plus grands quotidiens au Nigeria, Premium Times, je crois, ils ont créé un média à côté qui ne fait que du fact-checking, qui s'appelle Dubawa, et je crois qu'il y en a un deuxième. Donc au Nigeria, avec nous, il y en a 3. Eux, ils ont pu créer un réseau, ils collaborent entre eux. En Afrique du Sud et au Zimbabwe aussi, il y en a. Donc en Afrique anglophone, il y en a déjà pas mal. En Afrique de l'Ouest francophone, pour le moment, il n'y en a pas encore. Je sais qu'il y a un projet au Burkina Faso, mais qui n'est pas très avancé. Mais c'est des gens avec qui nous sommes en discussion et qui aimeraient lancer leur projet et que nous devrons éventuellement accompagner quand leur projet sera abouti. Et nous sommes... nous pensons qu'il y a de la place au Sénégal pour d'autres médias qui ont l'intention de le faire. En tout cas, nous considérons que ce n'est pas un environnement concurrentiel. Donc, tous ceux qui ont l'intention de le faire... Qu'est-ce que vous faites pour les convaincre à avoir des départements fact-checking? Ça fait partie du projet.
Oui, disons dans les quelques formations que nous avons eu à donner à des journalistes sénégalais, certains sont venus de médias qui existent déjà, et dans les formations, la suggestion que nous leur faisons, c'est essayer de voir si vous ne pouvez pas animer des rubriques fact-checking dans vos propres médias ou d'où vous venez. Je pense qu'il y a des idées, mais qui n'ont pas encore été concrétisées. Mais je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont l'intention de le faire. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas encore fait. Peut-être qu'ils ne se sentent pas prêts. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, en tout cas, nous, on est ouverts pour accompagner, conseiller, montrer aux gens qu'est-ce qu'il faut faire, comment mettre en place soit une rubrique, soit carrément un média de fact-checking. Nous pouvons les accompagner parce que nous considérons que ce n'est pas un environnement concurrentiel. Au contraire, c'est un environnement dans lequel nous, on sait que la collaboration est un atout dans le fact-checking. Donc s'il y a des gens qui veulent se lancer dans ça, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter, on pourra les accompagner. Voilà, je rappelle que Perspective reçoit aujourd'hui M. Samba Djalempa Badji, il est rédacteur en chef d'Africa Check, une structure qui est ici basée au Sénégal. Justement, M. Badji, où est-ce que vous tirez vos ressources? Qu'est-ce que vous faites fonctionner? Vous avez un bailleur, des financiers, comment est-ce que vous faites pour fonctionner? Alors, nous sommes une organisation à but non lucratif. Donc, nous ne commercialisons pas nos produits, nous n'avons pas de publicité, etc., etc. Nous ne fonctionnons que sur le financement de bailleurs. Et donc, pour être totalement transparent, nous disons toujours qui sont nos bailleurs. D'ailleurs, les gens qui ont l'habitude, d'ailleurs, les gens qui ont l'habitude de visiter notre site verront au bas du site qu'il y a toute la liste de nos partenaires, que ce soit nos bailleurs ou d'autres types de partenariats. Je vous développais tout à l'heure quels sont les partenariats, les types de partenariats que nous avons. Alors, pour l'essentiel, nous avons comme bailleur la fondation Luminate, qui a changé de nom récemment, mais ça s'appelait à l'époque Fondation Omidyar, qui est une fondation mise sur pied par Pierre Omidyar, qui est le propriétaire du site d'enchères en ligne eBay. Donc, il a créé une fondation qui intervient beaucoup en Afrique, notamment en Afrique anglophone. Donc, c'est un de nos principaux bailleurs. Osiwa est un de nos partenaires bailleurs aussi. Osiwa, Open Society Foundation, de Bill Gates Foundation, ce sont aussi ils font partie de nos bailleurs. Je crois que j'en oublie certains. Et puis nous avons aussi d'autres partenaires parce que, alors je vais expliquer. Notre modèle de fonctionnement, c'est que là où toutes les villes où nous sommes installés, nous sommes hébergés par une école de journalisme. Donc, ce sont nos partenaires. Ils nous hébergent, on ne paye pas de loyer, on ne paye pas d'internet, on ne paye pas d'électricité. Mais c'est un partenariat. C'est nos partenaires. Une des contreparties, c'est que nous participons à l'animation pédagogique de l'école. Donc ici à Dakar, nous sommes à Ejicom. En Afrique du Sud, ils sont hébergés par l'école de journalisme de l'université de Witwatersrand. Qui leur donne les locaux. Au Kenya, à Nairobi, ils sont à l'université Aga Khan. Alors à Lagos, c'est un peu compliqué parce que il y a des discussions pour s'installer à l'université de Lagos, mais c'est pas encore abouti. Donc ça aussi, c'est nos partenaires. On a d'autres types de partenaires comme la fondation Konrad Adenauer en Afrique australe. Qui ne nous finance, ne met pas de l'argent dans nos caisses, mais finance des formations que Africa Check anime. Donc on a différents types de partenariats. Bon, on a un partenaire média au Sénégal, je crois, c'est pas un secret. Nous travaillons en partenariat avec la WADR, où nous avons eu une idée d'une émission hebdomadaire sur le fact-checking que nous West Africa Democracy Radio. Qui est ici. Nous coproduisons ensemble une émission radio, c'est aussi une forme de partenariat. Donc voilà comment nous
fonctionnons. Et puis, nous faisons aussi appel aux contributions volontaires des lecteurs. Ça ne marche pas beaucoup chez nous, pour nous au Sénégal. On a eu quelques lecteurs qui nous ont envoyé pour nous dire nous voulons contribuer pour vous. Des lecteurs, les lecteurs, les gens qui nous lisent, qui aiment ce que nous faisons et qui nous disent bon, nous allons faire un don pour vous. C'est une possibilité de financement que nous avons. Ça marche un peu mieux pour nos collègues anglophones de Johannesburg parce que c'est une culture très anglophone de faire des contributions volontaires. De Mediapart, par exemple, la grande différence, c'est que Mediapart, d'abord, c'est pas ouvert à tous, c'est des abonnements. Donc, il faut s'abonner pour avoir accès au contenu de Mediapart, alors que nous, c'est un accès libre. Et tous les médias sont libres aussi de reprendre toutes nos publications. La seule condition... Mais je voulais dire, dans votre façon d'opérer... Oui, il y a une très grande différence. Parce que Mediapart, quand même, ils font de l'investigation pure. Quand je dis de l'investigation pure, c'est que ils ne partent pas forcément d'une déclaration. Ils cherchent... il fouille, il cherche. Pas forcément la petite bête, mais voilà. Dans la plupart des temps, Mediapart s'intéresse à des sujets très polémiques. Oui, polémiques, mais qui sont quand même d'intérêt public. Non, je comprends ce que vous voulez dire par la petite bête. Mais pas au premier degré, quoi. Voilà, c'est-à-dire vraiment c'est un travail d'investigation journalistique. On cherche des choses cachées, etc. Nous on passe toujours d'une information qui est sur l'espace public. Je pense que c'est ça la différence. Ok. Nous on part toujours de quelque chose qui est sur la place publique et nous cherchons à savoir si ce qui est dit est vrai ou faux. Voilà. Ou parfois on peut vérifier d'autres choses. Mais alors que eux vraiment ils cherchent à révéler des choses qu'on cherche à nous cacher. Voilà. Je pense que c'est là. Je vous le conseille. C'est ça la grande différence dans notre façon de travailler. Mais après, dans la démarche en tant que telle, il y a des similitudes parce que voilà, quand on veut faire de l'investigation comme du fact-checking, quand on n'est pas rigoureux, on n'est pas pris au sérieux. On a beau faire des révélations comme journaliste d'investigation, si ce n'est pas assis sur du solide et du concret, personne ne vous prend au sérieux. C'est la même chose avec ce que nous faisons, c'est-à-dire chaque fois que nous travaillons sur un sujet avant de nous publier, on vérifie, on revérifie, on garde, on s'échange l'article, on revérifier les sources, est-ce qu'on a même bien cité les sources, parce que bon, il faut le reconnaître, ça va faire désordre si vous dites que vous vérifiez des choses pour voir ce qui est exact et quand vous publiez ce que vous publiez n'est pas exact, voilà, ça pose problème. Donc c'est pourquoi on prend beaucoup de temps à vérifier, revérifier avant de publier les résultats de nos recherches. Voilà, Samba Djalempa Badji, rédacteur en chef d'Africa Check. Je vous remercie d'avoir pris de votre temps aujourd'hui pour répondre aux questions de perspective. Et ça valait la peine parce que nous sommes ce dimanche 3 février. Démarre la campagne électorale pour la présidentielle du 24 février 2019 au Sénégal. C'est un moment que l'on juge très important. Merci à vous aussi de nous donner l'opportunité de mieux faire connaître le travail que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup.